parti. She's alive! Alive! C'est fou, non? Comme les sentiments d'une créature artificielle ressemblent aux nôtres dans les fictions. Qu'en sera-t-il demain dans la réalité? La vie artificielle, mardi à 21h40 dans Théma. L'importance de son œuvre, sa personnalité même et des circonstances propres au contexte mondial de l'époque ont transformé la figure d'Einstein en un mythe de notre siècle. Démonstration. Princeton, New Jersey, comes the announcement of the passing at 76 of Dr. Albert Einstein, one of the great geniuses of his time. Renowned physicist, his theory of relativity led to the revealing of the mysteries of the atom's force and the beginning of nuclear science. Scientific mind which reduced secrets of the universe to mathematical formulae is lost to the world. Albert Einstein. Son nom, à lui seul, symbolise la science. Son image, une icône de notre temps. À sa mort, son cerveau est prélevé, ses yeux conservés, ses cendres dispersées. Le mythe est né. Le mythe d'Einstein allait au-delà d'Einstein lui-même. Il a demandé dans son testament que son lieu de sépulture reste secret. Ce n'est pas facile d'être l'arrière-petite-fille d'Albert Einstein. Votre Excellence, je suis le fils d'Albert Einstein. Le cerveau d'Einstein. Quelle merveille. Tout ce qui a trait à Einstein, ça crée un déclic. Il a quand même une paternité dans la bombe atomique. La célèbre formule que tout le monde connaît. Même si on ne comprend rien, on a envie de regarder, d'avoir une idée de ce que c'est. Le bonheur ne m'est jamais apparu comme une fin en soi. Les idéaux qui brillaient en moi et qui m'ont continuellement rempli d'un joyeux courage de vivre ont été le bien, la beauté et la vérité. En dehors de mon travail, je trouve mon plaisir dans le violon, mon voilier et l'estime de mes collègues. Ma plus grande joie est la joie de la pensée. Einstein, la star. Dès 1921, à chacun des 3 voyages effectués aux États-Unis depuis Berlin, l'homme de science était attendu et accueilli triomphalement. The greatest scientist of Germany in the greatest city of the world. Professor Freudus, do you see here in America wieder zu sein? Wenn ich die sehe, Fischer. May we ask him what he thinks of prohibition? No, he will not even say that. No, don't let him give it away. Ja, das kann ich schon. Ja, gewiss dann. Yes, Froggy. What do you think of prohibition, Professor? Ich trinke nicht, also ist mir das ganz gleich.
Je déteste la foule et les discours, je déteste les appareils photos et les rafales de questions. Je suis dépassé par cette manifestation de la psychologie des masses qui fait qu'un scientifique comme moi, qui manie des idées abstraites et aime la tranquillité, soit devenu une telle coqueluche des foules. Einstein est un mythe du XXe siècle et le grand paradoxe, c'est que ce mythe est beaucoup moins un mythe scientifique, à son origine en tout cas, qu'un mythe politique et culturel. Les grandes découvertes d'Einstein commencent en 1905, mais restent cantonnées au milieu scientifique, jusqu'en 1919, où des vérifications expérimentales très spectaculaires le propulsent brusquement à la une des journaux. Mais c'est en 1919 que cela se passe, c'est-à-dire à un moment où le monde, l'Europe en tout cas, sort de la Première Guerre mondiale et où il y a un appétit de nouveautés absolument extraordinaire partout. Emmanuel Berle le dit très bien dans Sylvia, les artistes ont Picasso, les révolutionnaires ont Lénine, les industriels ont Ford, les psychologues ont Freud et les scientifiques ont Einstein. Pour le grand public en tout cas. Pray silence for Mr. George Bernard Shaw, speaking at the Joint British Committee Authors' Day dinner in London in honor of Professor Einstein. Ptolemy made a universe which lasted 1400 years. Newton also made a universe which has lasted 300 years. Einstein has made a universe, and I can't tell you how long that will last. La célébrité n'a pas été immédiate. De 1905, parution de la théorie de la relativité restreinte, à 1915, publication de la relativité générale, Einstein travaille énormément. Il perd près de 20 kilos. La relativité générale, appelée aussi théorie de la gravitation, a suscité une grande polémique, surtout en Allemagne. La relativité révulse le bon sens. Einstein est un confusionniste. Personne ne comprend cette théorie. Les plus grands physiciens ne peuvent l'expliquer. Elle est donc fausse. Mais au moment où le savant anglais Eddington observe lors d'une éclipse solaire en 1919 la déviation de la lumière, les journaux titrent « Triomphe de la relativité d'Einstein, l'espace en flagrant délit de courbure ». L'Allemagne le reconnaît et lui décerne à 40 ans la médaille Planck. Et en 1922, le prix Nobel lui est attribué. Bien entendu, Einstein est aussi un physicien et donc ses théories vont jouer un rôle capital dans le développement du mythe. Einstein touche à l'espace et au temps, c'est-à-dire au tissu de notre vie quotidienne. Nous croyons tous savoir ce qu'est l'espace et le temps. Nous vivons dans l'espace, nous vivons dans le temps. Et brusquement, voici qu'Einstein arrive et nous dit « Mais non, mais c'est pas ce que vous croyez. C'est beaucoup plus compliqué, c'est tordu, ça change, le temps n'est pas le même. » Et il est de fait que les mots qu'il utilise pour dénommer ces théories, en particulier les théories de la relativité, va avoir un écho extraordinaire, puisqu'il va être immédiatement interprété, à tort d'ailleurs, comme une sorte d'appui donné à un vague relativisme philosophique, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. D'ailleurs, un peu plus tard, Einstein regrettera lui-même cette terminologie, qui n'est pas très appropriée, comme beaucoup de ses collègues lui feront remarquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette terminologie elle-même n'est que le reflet de l'ambiance culturelle de son temps. Il faut se replacer dans la Zurich de 1905, au moment où Tristan Tzara est en train de déambuler dans les rues, c'est la naissance de Dada, et où toutes les valeurs du 19e siècle sont ébranlées pour comprendre pourquoi ce mot de relativité apparaît et aura évidemment la postérité que l'on connaît. La postérité d'Albert Einstein a trouvé sa place en Israël, à Jérusalem. Einstein a légué par testament tous ses écrits, manuscrits, lettres et livres à l'université hébraïque, une université qu'il a soutenue à sa création, mais où il n'a jamais voulu enseigner. J'ai encore quelque chose à vous montrer qui a appartenu à Einstein. Ce sont les vêtements qu'il portait.
C'est un habit de soirée. En fait, ça ne lui appartenait pas. Ça appartenait à un de ses proches parents. Mais quand il avait besoin d'une tenue de soirée, il le portait. Regardez, c'est même déchiré. Le costume est complet avec toutes ses pièces. On a même un autre vêtement qui est en meilleur état. Il les portait toujours pour les grandes occasions, bien qu'il ne soit pas à lui. C'est ici le Saint des Saints, les archives Albert Einstein. Nous y conservons les originaux. Ils sont ici depuis 1982. Albert Einstein les a légués à l'université hébraïque. Les documents sont conservés dans des boîtes spéciales qui protègent de l'acidité, dans lesquelles se trouvent des classeurs spéciaux. Ce document est un article sur la théorie de la relativité qui a été publié dans le Times de Londres en 1919, après qu'Einstein soit devenu célèbre du jour au lendemain. Les archives sont assez sommairement divisées en 4 catégories. Manuscrits scientifiques, correspondance scientifique, manuscrits non scientifiques et correspondance non scientifique. Une correspondance énorme provenant du monde entier, des plus humbles aux plus célèbres. Des échanges intellectuels ou scientifiques, la défense de grandes causes, des appels comme le sauvetage des Juifs du péril nazi, des demandes de conseils, des recommandations ou des félicitations. Einstein, avec l'aide de sa secrétaire, a conservé environ 700 objets insolites qu'il trouvait intéressants et curieux. Ça va de théories scientifiques fantaisistes à des demandes en mariage. On trouve également des lettres d'injures antisémites. Et il y a aussi un classeur spécial plein d'enveloppes étonnantes. Sur certaines, on voit l'adresse Einstein USA. Et elles lui sont parvenues. Ou bien professeur relativité Einstein. Lettre à une petite fille. Je vais te dire à quoi je ressemble. J'ai le teint pâle, les cheveux longs et un discret petit bedon. Ajoute à cela une démarche un peu raide, un cigare au bec, quand il y en a un stylo soit dans la poche, soit dans la main. Mais je n'ai pas les jambes tordues, pas de verrues non plus. L'oncle Einstein est donc assez mignon. Il n'a pas de poils sur les mains, comme en ont souvent les vilains. Réponse aux femmes patriotes américaines. Jamais je n'ai rencontré de la part du beau sexe réaction aussi énergique contre toute tentative d'approche. Mais n'ont-elles pas raison, ces vigilantes citoyennes? Doit-on laisser venir à soi un homme qui croque des capitalistes endurcis avec l'appétit et la délectation que mettait jadis en Crète le monstrueux Minotaure à dévorer les délicates vierges grecques, qui a de plus le mauvais goût de refuser toute guerre, à l'exception de celle inévitable qu'il oppose à sa propre épouse? Un jeune homme. Il n'est bien sûr pas vrai que je crois en la vie éternelle des individus. Cette croyance est un curieux produit de notre désir de ne pas mourir. À sa sœur Maya. Comme dans ma jeunesse, je reste assis pendant des heures à réfléchir et faire des calculs en espérant élucider de grands secrets. Ce qu'on appelle le monde, autrement dit le remue-ménage humain, m'attire moins que jamais. Et je deviens davantage un ermite chaque jour. Quelques lignes destinées à la postérité. Chère postérité, si vous n'êtes pas devenu plus juste, plus pacifique et d'une façon générale plus rationnel que nous ne le sommes, ou l'étions, eh bien que le diable vous emporte. Ayant avec respect émis ce vœu pieux, je suis, ou étais, votre serviteur, Albert Einstein. Réponse à une admiratrice. Nun fragen Sie mich, wie ich es mit dem einfachen Leben halte. Ich habe einfach mehr Freude am Geben als am Empfangen in jeder Beziehung.
und nehme mich nicht wichtig, auch das Treiben des Haufens nicht. Schäme mich nicht meiner Schwächen und Laster und nehme von der Natur die Dinge mit Humor und Gleichmut hin. Viele sind ja so. Und ich kann es absolut nicht begreifen, dass man aus mir eine Art Idol gemacht hat. Lettre de Mouna, anarchiste pacifiste. Pour moi, c'est inimaginable, c'est incroyable qu'un homme de cette qualité, ce savant, m'ait répondu. Cher monsieur, votre lettre m'a fait bien plaisir et je veux volontiers devenir président d'honneur de votre cercle. N'hésitez pas à accrocher mon portrait qui, du reste, illustre bien mes convictions politiques. Notre association est basée sur le rire, qui combat la haine. Pour moi, c'est fabuleux, non? Chirac n'a pas reçu de la lettre d'Einstein, même Mitterrand, je crois. Un petit bonhomme comme moi, cyclodidacte, comme bagage, j'ai mon certificat d'études, je ne suis pas trop chargé. Mon père, qui est maintenant âgé de 94 ans, a été l'un des musiciens les plus importants d'Israël dans la première partie du siècle. Einstein lui a envoyé une lettre de recommandation pour un autre musicien qui jouait de la musique de chambre avec lui. Et mon père a gardé cette lettre pour conserver l'écriture d'Einstein. Ce n'est que très récemment qu'il en a fait don aux archives. Lorsque Margaret Thatcher est venue, et c'est pareil pour les dirigeants français ou les dirigeants de tous les grands pays occidentaux, une des premières choses qu'ils ont voulu voir, ce sont les archives Einstein, les papiers d'Einstein, les lettres d'Einstein. La correspondance occupait une grande partie de son temps. Il travaillait généralement le matin, puis se reposait un peu, et en début d'après-midi, il dictait le courrier à sa secrétaire. Il faut se rendre compte de ce que représentent ces archives. Il a fallu 200 ans pour reconstituer la bibliothèque privée d'Isaac Newton. Einstein, lui, a donné l'intégralité de sa bibliothèque à l'université hébraïque. Dans la bibliothèque, ses auteurs préférés, Dostoïevski, Tolstoï, Lagerlof, Heine, Musil, les philosophes Spinoza, Kant, les Grecs anciens, mais aussi les livres offerts. Là, il y a une dédicace de Max Brod au professeur Einstein en remerciement et avec admiration. Dans ce roman, Le chemin de Tycho Brahe vers Dieu, Einstein avait inspiré Max Brod pour le personnage de Kepler, assistant du célèbre astronome du XVIe siècle, en le décrivant comme un homme qui méprisait les idées reçues. En plus des dédicaces, nous avons quelques volumes, peut-être une petite dizaine, à noter de sa main. Voici un livre de Bertrand Russell. Il y a des choses étonnantes dans les marges. Par exemple, ici, il a écrit « incroyablement naïf ». Ou bien « oh ». C'est ironique, bien sûr. C'est très inhabituel. Généralement, il n'écrivait pas dans les livres. Mais il avait beaucoup à dire sur les livres de Bertrand Russell. Lettre à Bertolt Brecht. Vous m'avez fait une grande joie avec votre Galilée. Vous avez saisi avec profondeur la personnalité de Galilée et l'importance de son apparition dans l'évolution de l'histoire des idées. Vous avez su créer un cadre dramatique qui, par ses liens étroits avec les problèmes politiques d'aujourd'hui, nous intéresse particulièrement. J'espère que même nos contemporains, avec leur culture déformée, sauront apprécier l'œuvre que vous leur présentez. Einstein a dit dans un article publié au début des années 20 il est très important de créer une université hébraïque dès maintenant pour offrir un havre, un refuge aux scientifiques juifs. Mais il reconnaissait dans cet article que cela allait de pair avec l'essor du nationalisme juif. Puis il ajoutait « Mais j'espère que dans l'avenir, le rôle de l'université hébraïque changera. Elle devra surveiller le nationalisme,
introduire dans la culture juive des valeurs scientifiques universelles. Et la mission de l'université devra finalement s'orienter vers les valeurs universelles plutôt que vers les valeurs nationales. À Chaim Weizmann, futur président d'Israël. La Palestine a été pour moi le grand événement que vous m'aviez annoncé. C'est un projet plein d'avenir, avec encore bien des sacrifices et des déceptions. Ce sont les meilleurs de nos frères qui se rassemblent là. Sans coopération honnête avec les Arabes, pas de paix ni de sécurité. Cela concerne la politique à long terme, pas le moment présent. À son ami Michele Besso, physicien. Iras-tu vraiment à Jérusalem ? Nos Juifs font beaucoup de choses là-bas et se disputent comme toujours. Je m'en occupe pas mal car, comme tu le sais, je suis devenu un saint juif. À son ami Maurice Solovine, philosophe. Je ne veux pas me joindre à eux. Cela me couperait de mes amis et de mon travail ici en Europe. En Palestine, je perdrais ma liberté. Ces voyages sont décrits dans des carnets. Le Japon, l'Amérique du Sud, les îles du Pacifique, les États-Unis. Ce pays, au départ, l'éblouit par sa sophistication technique, son efficacité pragmatique et l'allant de sa jeunesse. Son voyage en 1922 avec sa deuxième épouse Elsa s'est fait à l'invitation de Chaim Weizmann afin de collecter des fonds pour la création de l'université hébraïque de Jérusalem. Et des millions de dollars ont ainsi été obtenus. To hear Professor Einstein before he returns for a short visit to Berlin. Die Arbeit an Palästina hat dem jüdischen Volke zu einer ungeahnten Solidarität verholfen. Hindert mich aber nicht daran, mich über alles in dankbarer Gesinnung zu freuen. Allen ein herzliches Lebewohl und auf Wiedersehen. Pour servir une cause que je fais mienne, je me transforme en grand prêtre et en attraction publique pour aider les Juifs persécutés à trouver refuge en Palestine. Dr. Einstein and I, through Paramount Youth, take the opportunity to thank our many friends of the United States for the innumerable kindness they showered on us. We promise you as that if you want us to return, we shall do so soon. Je suis horrifié par les dizaines de milliers de dollars qu'on m'offrirait si je faisais de la publicité pour les cravates, les eaux de toilette, les instruments de musique et les désinfectants. N'est-ce pas tristement éloquent sur le marketing? Je dois ajouter que ces sociétés ne cherchent pas à m'offenser, ce qui signifie que ce mode de corruption est largement répandu. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. On imprime E égale MC2 sur le t-shirt au fer à repasser. D'abord on met le t-shirt dans la machine, puis on place le papier dans la machine pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, ça y est. C'est très facile. Il y a écrit en hébreu, et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est une série d'objets qu'on vient de recevoir des États-Unis. C'est la hotte du Père Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a écrit E égale MC2. Ravissant. Ça ne vous plairait pas sur votre cheminée? C'est magnifique. Effrayant. Une montre. L'imagination est plus importante que la connaissance. Albert Einstein. Tout ce qui est montre, qui a un rapport avec le temps,
Tous ces objets sont commercialisés sous licence de l'université hébraïque par une agence californienne. Je m'appelle Roger Richman, R-I-C-H-M-A-N. Je suis président de l'agence Roger Richman à Beverly Hills, en Californie. Nous commercialisons sous licence l'image des célébrités. Nous avons les droits exclusifs mondiaux sur toutes les utilisations d'Albert Einstein, y compris sur ses écrits scientifiques. Le plus important, c'est que nous empêchons l'utilisation frauduleuse d'Einstein partout dans le monde. Nous ne représentons plus Marilyn Monroe, mais Albert Einstein fait autant d'argent que Marilyn Monroe. Puisque nous sommes dans un siècle de l'image, tout mythe devient un symbole, devient une image clé. La beauté, c'est Marilyn, et donc l'intelligence, c'est Einstein, comme un fameux film nous le montre par son affiche. Et donc, il n'y a plus guère de publicité qui n'utilise le ressort de l'intelligence, publicité pour une calculette, publicité pour ceci, pour cela, qui ne fasse appel à l'image d'Einstein comme symbole de cette intelligence du monde. Ce qui montre bien le côté tout à fait caricatural de la chose, c'est que, en fait, on utilise très peu d'images d'Einstein, en particulier celle où il tire la langue, trop fameuse. Mais très peu d'images réelles sont utilisées, c'est-à-dire qu'il n'est plus une figure véritablement humaine, il n'est plus qu'une icône sur ces publicités. D'une certaine façon, cette image d'Einstein est un excellent révélateur de l'évolution des mythes au cours de ce siècle. En témoigne également la transformation de ce mythe. Au début, Einstein, c'est la figure du savant mythique, le pur esprit qui découvre les secrets de la nature. Et puis petit à petit, ces derniers temps, sa personnalité intime vient au premier plan et on voit apparaître des livres qui nous décrivent ses traits de caractère, pas toujours très reluisants, ses rapports avec sa femme, avec les femmes, et émerge une vision beaucoup plus critique du personnage. On pourrait croire que c'est une démythification. Je pense juste l'inverse. Je pense que nous sommes à un moment où nous passons de l'icône à la photographie, de l'image sainte à l'image de magazine. Et c'est précisément pour que Einstein reste un mythe de notre temps qu'il doit devenir, comme dirait Mouzil, un homme sans qualité, un homme comme les autres, et un homme qui a trompé sa femme, qui a eu des aventures, qui est comme nous. Comme dit Warhol, chacun peut avoir un quart d'heure de célébrité, et donc nous sommes comme Einstein puisqu'il était comme nous. Christie's, 25 novembre 1996. Les lettres d'amour d'Einstein bradées aux enchères. Seul un lot et un écrit scientifique, dit manuscrit Einstein-Bessot, sont partis à une valeur plus élevée que leur estimation. Pourtant, les quelques 400 lettres découvertes il y a 10 ans dans un coffre bancaire, et dont le contenu était resté secret, avaient piqué la curiosité du monde entier. Le génial Albert se révèle un amoureux transi, mais aussi un horrible macho lorsque son mariage bat de l'aile. De 1897 à 1903, 53 lettres révèlent une relation tendre et une complicité intellectuelle entre Albert et Mileva, sa première femme, une Serbe de 4 ans plus âgée et étudiant comme lui au Polytechnicum de Zurich. Il lui écrit « Ma chère petite main droite, sans la pensée de vous, je ne puis vivre au milieu de cet affligeant troupeau d'êtres humains. Mon trésor, sans vous, je ne suis pas entier. » Mais la passion ne dure pas. Et plus tard, en 1912, excédé, en pleine production scientifique, Einstein devient un tyran domestique et dicte à Mileva des règles de conduite draconiennes et humiliantes. « Tu veilleras à ce que mon linge soit en ordre, que l'on me serve régulièrement 3 repas par jour dans ma chambre, que celle-ci soit rangée et que personne d'autre que moi ne touche à mon bureau. Tu n'espéreras aucune affection de ma part, tu ne me feras aucun reproche, tu me répondras immédiatement lorsque je te parlerai,
Tu sortiras sans protester de ma chambre et de mon bureau lorsque je te le demanderai. Et tu me promettras de ne pas me dénigrer ni en paroles, ni en gestes devant les enfants. Après le divorce et le mariage avec sa cousine Elsa, d'autres lettres d'Einstein à ses fils Hans Albert et Édouard révèlent un père chaleureux, souffrant de leur absence et attentif à leur éducation. Édouard, enfant précoce, aux dons multiples, finit sa vie dans un hôpital psychiatrique. Hans Albert, ingénieur, professeur à l'université de Berkeley en Californie, eut une descendance. C'est à elle, le Einstein Family Trust, que va le montant de la vente. On the left-hand telephone, then, $400,000. Any more, $400,000, and selling. Tel Aviv. Mira, arrière-petite-fille d'Einstein, par fidélité au souvenir de son aïeul, a choisi d'y vivre. Ça n'est pas facile d'être l'arrière-petite-fille d'Albert Einstein, car on attend beaucoup de vous. Ce n'est pas facile d'être à la hauteur de ce que les gens veulent qu'on soit ou veulent voir en nous. Albert, je peux lui pardonner beaucoup de choses car c'était un génie. C'était une personne hors du commun. Ça ne se discute même pas. En voyant comme il a vécu, je peux comprendre nos vies, les vies de ma famille. Mon père, mon grand-père ne nous parlaient jamais d'Albert, de l'Albert qui les dominait, leur grand-père, leur père. Il y avait du respect, mais ils n'aimaient pas en parler, pas du tout. Je crois que maintenant, les choses évoluent. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de parler de tout ça avec mon grand-père parce que j'étais toute petite. Et mon père n'en parlait jamais. Cette famille. Albert ne parlait pas à ses enfants ne parlaient pas aux leurs. Les racines juives sont très importantes. Albert Einstein a épousé... Sa première femme n'était pas juive. Mileva n'était pas juive. Je ne veux pas dire que c'est un défaut, que ce soit bien clair. Mais la continuité du judaïsme est très importante. C'est pour ça que je veux rester en Israël. Avec la religion, j'ai trouvé mes racines. À Prague, le mythe a frappé fort. Monsieur Warren Christopher, ambassadeur des États-Unis, Votre Excellence, je suis le fils d'Albert Einstein. Cet homme de 65 ans prétend être le fils d'Albert et d'Elsa. Il aurait été échangé à l'hôpital contre un enfant mort-né. Elsa aurait eu 56 ans à l'époque. Le fait d'être le fils d'Einstein n'a pas pour moi une importance scientifique. L'important pour moi, c'est d'avoir le cerveau d'Einstein. L'héritage le plus précieux d'Einstein, ce sont ses gènes, que je cherche à valoriser par mon travail scientifique. La ressemblance me paraît évidente. Quand vous regardez mon crâne et celui-ci, c'est quasi identique. Ici le père, Einstein. Ici la famille Einstein. Ici le père. Ici la mère Elsa, la deuxième femme d'Albert Einstein. Et ici c'est moi quand j'étais plus jeune. Nous avons décidé d'avoir un enfant. Bien entendu, j'étais très tentée de voir à quoi ressemblerait le petit-fils d'un savant aussi célèbre et si ces gènes pouvaient être transmis jusqu'à cette génération-là. Et en effet, ça a marché. Par exemple, il peut mémoriser un livre entier rien qu'en le lisant. Et en plus de sa mémoire, il a une façon de penser extrêmement logique.
Et c'est ce qui était le plus extraordinaire chez Einstein, la pensée logique. Personnellement, je pense qu'Albert Einstein Jr. sera celui qui continuera l'œuvre d'Albert Einstein Sr. et de Ludek Einstein, votre serviteur. États-Unis, Kansas City, 1995. Brain, of course, has got a cover on it. Is this Einstein? Yeah. Oh. Yeah, this is Einstein. Objet de vénération, le cerveau du génie a-t-il un secret de fabrication? Those pieces are all numbered, so we know exactly what part of the brain it is. How many pieces are there? Oh, C'est ce qu'a cru le docteur Thomas Harvey, anatomopathologiste. Il a prélevé le cerveau à la mort d'Einstein, a envoyé des sections à des chercheurs du monde entier. Seul résultat peu significatif, pas d'altération dégénérative, comme parfois certaines personnes âgées en ont. Aujourd'hui, Harvey cherche un repreneur pour le célèbre organe. Les yeux retirés par l'ophtalmologue d'Einstein sans aucune autorisation sont conservés dans une banque du New Jersey. À son insu, le saint juif a ses reliques. Fasciné par la personnalité d'Einstein, plusieurs artistes lui ont demandé de poser. Une femme le décrit ainsi. Lorsqu'on rencontrait le professeur Einstein, on était frappé par son charme, l'éclat de ses yeux noirs, la vivacité de son regard, la joie de son rire et sa grande gentillesse. Mais il devenait rapidement comme absent, tout en étant proche. New York, coup de théâtre chez Sotheby's. Le fameux manuscrit d'Albert Einstein, où il expose la théorie de la relativité générale, a été retiré de la vente, ne trouvant pas d'acheteur au prix estimé entre 4 et 6 millions de dollars. Proposé lors d'une vente d'objets reliques de la conquête spatiale russe, qui, moins cher, ont remporté un franc succès, le texte de 72 pages rédigé en allemand et datant de 1912 est le plus ancien et le plus long des 3 manuscrits d'Einstein sur la relativité. Ce document exceptionnel, la fameuse formule E égale MC2 s'y trouve, avait été vendu en 1987, l'année de sa découverte, pour $1 200 000. Cette fois, le mystère plane. Que va devenir ce témoignage unique de la pensée du plus grand génie du siècle? À 2 heures du matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami, M. Safra, un banquier qui avait déjà rendu des services au musée et à la ville. Et il cherchait à me joindre. Et il a fini par me trouver à 2 heures du matin à Munich. Et il m'a parlé de ce manuscrit formidable, qui est le plus ancien de tous les manuscrits de la relativité. C'est de sa main, comme vous l'avez vu. Et il m'a demandé si nous aimerions l'accueillir au musée. Bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Qu'est-ce qu'on peut répondre dans des occasions pareilles? Le musée d'Israël à Jérusalem, département des dessins et gravures. Chacun de ces carnets contient 10 pages, donc en tout il y en a 70 plus 2. Dans ce carnet, on trouve la page 38 sur laquelle est écrite la formule que nous connaissons tous. Voici la seconde. Et voici la page 38.
C'est celle que tout le monde veut voir. Je crois que pour le profane, cette page numéro 38 est la plus intéressante parce qu'elle contient tout en bas la célèbre équation E égale MC2 qui est devenue aujourd'hui presque une espèce de slogan. Tout le monde parle de E égale MC2 et on le voit ici écrit de la main d'Einstein. Là, ce sont les dernières pages. On peut voir une grande différence dans le type d'encre. Il utilisait une encre plus foncée qui s'est beaucoup moins estompée que l'encre précédente. Je dois ajouter que le manuscrit date de 1912 environ. Il y a peut-être eu quelques ajouts en 13 ou en 14, mais la plus grande partie a été écrite en 1912. C'est un exemple de créativité, comme tout ce que nous avons au musée. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il soit ici. Lorsque le manuscrit est arrivé, il a été exposé feuille par feuille. C'était très beau. E égale MC2 est une espèce d'icône de notre temps, qu'on y comprenne quelque chose ou pas. C'est un signe, un symbole, un élément de création. C'est un élément dans un ensemble créatif. Ah, la fameuse formule, E égale MC2. Bien sûr, elle joue un rôle important dans le mythe. Elle fait partie de l'image. D'ailleurs, très souvent, vous avez la photo d'Einstein et écrit par-dessus E égale MC2. C'est une formule très simple et à cet égard très frappante parce qu'elle est très élémentaire et très mystérieuse pour quiconque n'est pas dans le métier. Pour les physiciens, c'est une formule comme une autre, profonde, importante, mais il y en a des dizaines comme ça. Si je vous disais F égale M gamma ou E égale H nu, ce sont pour nous physiciens des formules aussi importantes, aussi profondes que E égale MC2. C'est donc parce que la relativité a cet aspect mythique à travers Einstein que sa formule élémentaire se voit promue au rang d'icône comme l'image d'Einstein. Voici raconté par Elsa comment Einstein a découvert la relativité. Il est descendu un matin en robe de chambre en délaissant son petit déjeuner car une idée magnifique lui coupait l'appétit et s'assit à son piano. Il s'interrompait de temps à autre pour répéter « J'ai une idée magnifique » et avaler une gorgée de café. Il suffisait seulement d'un peu de travail. Il retourna dans son bureau en exigeant de ne pas être dérangé et il demeura pendant 2 semaines. Il se faisait servir les repas et ne sortait que pour une brève promenade chaque soir. Puis il apparut enfin un matin épuisé et posa 2 feuilles de papier sur la table. « Voilà, dit-il. » C'était, conclut Elsa, sa théorie de la relativité. S'adressant aux journalistes et devant leurs mines effarées, Einstein essayait d'être le plus clair possible. On croyait avant que le temps et l'espace subsisteraient si toute la matière disparaissait de l'univers. Selon ma théorie de la relativité, le temps et l'espace disparaîtraient avec la matière. Quelles conséquences pour l'homme de la rue? Aucune. Mais d'un point de vue philosophique, cela transforme la conception du temps et de l'espace. Ils sont inséparables. Et peut-on la prouver? Dans un certain sens, aucune théorie ne peut être intégralement prouvée. Ja, ich habe das große Glück gehabt, vor Einstein in den 20er Jahren im Hörsaal sitzen zu dürfen. Er verstand es meisterhaft, seine schwierige Theorie den Hörern verständlich zu machen. Er verstand es überhaupt mit großem Geschick, humorvolle Dinge in seinen Vortrag hineinzubringen. So erklärte er die Relativität der Zeit folgendermaßen. Wenn man eine Minute lang neben seinem liebsten Mädchen sitzt, so scheint es nur eine kurze Zeit zu sein. Wenn dagegen man gezwungen ist, eine Minute lang auf einem zu heißen Ofen zu sitzen, so scheint einem es eine Ewigkeit zu dauern. 1922,
Einstein au Collège de France à Paris. Pour l'écouter, plus d'une place assise. Le professeur couvrit le tableau d'équations dans un silence total. Peu y comprirent quelque chose. C'était la première visite d'un scientifique allemand après la guerre de 14-18, un événement. Malgré le boycott, la presse fut dithyrambique, souligna ses qualités scientifiques et sa critique de l'armée prussienne. Avec Marie Curie, physicienne, une correspondance suivit. La seule personne célèbre selon Einstein à ne pas être corrompue par la gloire. Mais aussi des vacances passées ensemble. Ève, la fille de Marie, raconte « Ils étaient si absorbés dans leurs discussions qu'ils longeaient les crevasses dangereuses sans les apercevoir. » Les rapports de camaraderie entretenus avec cette femme admirable font partie de ceux que j'ai connus de meilleurs et de plus beaux dans ma vie. Nous nous entendions tellement bien sur tout, et j'ai souvent eu le sentiment que ses liens avec la vie étaient plus profonds et plus sérieux que les miens. Polémique avec Georges Lemaître, physicien et prêtre. Einstein, pour confirmer sa conception d'un univers immuable, avait calculé et introduit dans sa théorie une constante cosmologique. Cher professeur Einstein, l'univers n'est pas stationnaire, il est en expansion et ce sont vos équations de la relativité qui le laissent prévoir. Inutile d'introduire une constante cosmologique. Je reconnais qu'avoir introduit la constante cosmologique a été la plus grande gaffe de ma vie. À Maurice Solovine, philosophe et traducteur de ses œuvres en français. Je regrette le temps de nos discussions philosophiques passionnées au sein d'Olympia, notre académie. En relisant Ptolémée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à beaucoup d'arguments des physiciens actuels, doctes et raffinés, mais dépourvus de sensibilité. En matière théorique, peser les arguments reste affaire d'intuition. Quant à mes recherches, je suis bloqué par les difficultés mathématiques qui m'empêchent de confirmer ou d'infirmer ma théorie unifiée relativiste du champ. Une relation constante avec tous les grands physiciens de l'époque qui montrent sa passion pour la physique théorique. Pour un physicien, la tâche la plus élevée consiste à rechercher les lois élémentaires générales à partir desquelles on accède par déduction à une image du monde. Aucune voie logique n'y mène. Seule l'intuition, soutenue par une sorte de sympathie avec l'expérience. Je crois avec Schopenhauer que l'un des motifs les plus puissants qui conduisent à l'art et à la science est le besoin de s'évader hors de la vie quotidienne, de sa douloureuse grossièreté et sa désolante monotonie, hors des entraves de nos propres désirs éternellement changeants. Lettre à son ami Solovine. Vous vous imaginez que je regarde ma vie avec satisfaction? Vu de près, il n'en est rien. Il n'y a pas un seul concept dont je sois convaincu qu'il résistera. Et je me demande même si je suis sur la bonne voie. Einstein toujours d'actualité dans le ciel à l'Observatoire de Paris. On l'appelait Anneau d'Einstein parce que c'était quand même honorer la mémoire d'Einstein et c'était la plus jolie preuve que sa théorie marchait et qu'elle était inscrite dans le ciel. Tout ce qui a trait à Einstein, ça crée un déclic, quoi. Donc le fait d'avoir annoncé la découverte d'un anneau d'Einstein, c'est certain que la presse, il y a eu ce déclic. Mais de quoi s'agit-il? Einstein, on reparle encore de lui, c'est certainement très important, il faut aller voir. Ce que nous observions, c'était des amas de galaxies. Et en fait, notre propos, c'était vraiment de regarder la distribution de ces galaxies, ces espèces de dessins de galaxies dans l'univers. Et on s'est aperçu qu'il y avait un objet mystérieux en plein centre de cette galaxie, vaguement circulaire, d'une couleur extrêmement bleue. Et cet objet, on a essayé de l'interpréter de façon très très diverse pour finalement se rendre compte que c'était un arc gravitationnel. Et c'était la première manifestation des effets de la gravité. C'est vraiment la gravité qui joue avec la lumière pour produire un mirage extrêmement visuel. Là, on arrive à des prédictions de la théorie de la relativité générale d'Einstein qui permettent de consolider cette théorie et de montrer jusqu'à quel point Einstein était un visionnaire sans le savoir. Il ne pouvait certainement pas prévoir qu'un jour on verrait des arcs gravitationnels. Mais ça montre que une seule personne, avec ce génie-là, est capable de construire une théorie de la gravitation qui est un bouleversement
scientifique, même culturel. Et on vit encore aujourd'hui des conséquences quasiment un siècle plus tard, des conséquences que sans doute lui-même ne comptait pas voir, de cette théorie. C'est quand même assez fantastique. Il est très difficile d'expliquer un mythe, ou en tout cas de le prévoir. Après coup, on peut arriver et dire, bon voilà, les éléments étaient là. Les éléments, dans le cas d'Einstein, c'est pour beaucoup l'ambivalence. L'ambivalence qui fait que il est en fait un des derniers physiciens du 19e siècle et un des premiers du 20e. Et que c'est un grand physicien classique et déjà un physicien moderne. Mais que c'est aussi l'homme qui est pacifiste, mais qui va engager le président des États-Unis sur la voie de la construction de la bombe nucléaire. C'est l'homme qui montre une grande sollicitude pour l'humanité, mais qui en même temps est un solitaire assez égoïste à certains égards. Et donc c'est dans ces contradictions permanentes et cette ambiguïté peut-être qu'il prend toute sa dimension. Einstein le rebelle, le pacifiste, mythe ou réalité? Einstein incarne quand même au niveau des idées un bouleversement avec la relativité, bien sûr. Et surtout, malheureusement, il a quand même une paternité dans la bombe atomique. Et ça, pour nous pacifistes, c'est pas facile. Il l'a regretté, effectivement. Heureusement, ce qui prouve c'était quand même quelqu'un... Il a regretté en disant qu'il préférait être pompier zingueur s'il pouvait revenir. J'étais chimiste. Avant, je suis retraitée. J'ai du mal à penser qu'Einstein ne savait pas et n'a pas pensé que c'était... L'énergie atomique était quelque chose d'irréversible qui allait détruire complètement toute la planète. Personne ne se rendait compte des conséquences des bombes atomiques. Einstein lui-même n'avait pas compris, il a fallu qu'on lui explique. C'est-à-dire que c'est d'autres physiciens qui lui ont expliqué ce que c'était que la bombe atomique pour qu'il écrive à Roosevelt. Lui, il n'avait pas compris du tout que c'était une conséquence de cette théorie. Ma participation à la production de la bombe atomique consistait en une action unique. Je signais une lettre au président Roosevelt dans laquelle j'insistais sur la nécessité d'organiser des expériences sur une vaste échelle pour rechercher la possibilité de produire une bombe atomique. Je me rendais parfaitement compte du terrible danger que la réussite de cette entreprise présentait pour l'humanité. Mais la probabilité que les Allemands étudiaient le même problème et avaient la chance de réussir m'a forcé à faire cette démarche. Je ne pouvais pas faire autrement. Bien que j'ai toujours été un pacifiste convaincu. Obsédé par les désastres de la guerre 14-18, Einstein, lors de son premier voyage en France, a tenu à visiter les champs de bataille. Il faudrait amener ici tous les étudiants d'Allemagne, tous les étudiants du monde, pour qu'ils vissent combien la guerre était laide. Je suis convaincu que le salut ne peut venir que des peuples eux-mêmes, qu'ils s'engagent pour un désarmement total et contre cet esclavage indigne qu'est le service militaire. Cher Romain Rolland, les personnalités reconnues pour la qualité de leurs travaux intellectuels ont le devoir de soutenir moralement et de manière inconditionnelle le refus de porter les armes. Ne croyez-vous pas qu'une telle action puisse être lancée avec succès? À la Société des Nations où siègent des intellectuels. Vous ne protestez pas assez contre l'attitude des pays belliqueux et contre l'élimination des minorités. C'est l'entreprise la plus inefficace à laquelle j'ai participé, malgré ses membres prestigieux. Au physicien Paul Langevin, pacifiste. Une pègre a réduit au silence les hommes responsables. C'est une invasion qui aura bientôt anéanti toute forme de culture et sera plus tard une menace militaire. À un objecteur de conscience français. C'est pourquoi je vous dis sans détour que dans les circonstances actuelles, je ne refuserai pas le service militaire, avec le sentiment de contribuer à la sauvegarde de la civilisation européenne, ce qui ne signifie pas une renonciation de principe à la position que j'avais prise précédemment. En Allemagne, Hitler a pris le pouvoir. Devant les déclarations d'Einstein contre le régime nazi, Elsa le supplie d'être prudent. Je ne serais plus Albert Einstein si j'étais ce que tu voudrais que je sois. Au physicien Max Planck, qui lui reproche de se mêler de politique.
Où serions-nous si des hommes comme Giordano Bruno, Spinoza, Voltaire, Humboldt avaient raisonné et agi ainsi? Je ne regrette pas un mot de ce que j'ai dit. Et je crois que mes actes ont servi l'humanité. Le juif Einstein est menacé, sa maison est dévalisée. J'ai décidé d'abandonner mon poste à Berlin. Je serai toute ma vie un oiseau migrateur. C'est dans le petit port de Coq-sur-Mer que le grand savant, victime d'une politique inqualifiable, est venu se réfugier. Plusieurs universités sollicitent Einstein et lui offrent une chaire d'enseignement. Il choisit Princeton aux États-Unis. Mon mari est trop occupé. Je regrette beaucoup. Il n'est pas en état de vous remercier moi-même. We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Lister. C'était le dernier discours en Europe avant l'immigration. À mon arrivée à Princeton, je leur ai dit ce dont j'avais besoin. Un bureau ou une table, une chaise, du papier et des crayons, et aussi une grande corbeille à papier pour jeter toutes mes bêtises. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Lettre à la reine Elisabeth de Belgique, avec qui il a correspondu toute sa vie. Honorée reine, je fais de la voile dans des baies isolées. Quand j'échoue sur un banc de sable, je suis heureux de ne pas rester en panne, comme dans un quatuor de Beethoven. Mozart reste toujours aussi beau. Il faut vivre ce qui est beau et vrai. Avez-vous jamais lu les Maximes de La Rochefoucauld? Elles me paraissent si âpres et sombres. Mais elles mènent à une libération en objectivant la nature humaine. Dans mon travail, j'ai trouvé une voie prometteuse que je suis inlassablement avec quelques jeunes collègues. J'ai presque honte de mener une vie si paisible quand partout on lutte et on souffre. Le sort désolant de l'Europe me paralyse. Einstein, au moins dans la seconde partie de sa vie, c'est-à-dire après son arrivée aux États-Unis surtout, a pris parti dans un certain nombre des grands problèmes du monde. Il s'est engagé pour un gouvernement mondial, il a émis des jugements à juste titre extrêmement sévères sur l'Allemagne nazie dans l'entre-deux-guerres. Il est allé en Israël et il a d'ailleurs, lors de son premier voyage, mis en garde les futurs Israéliens, les colons sionistes de l'époque, contre le traitement qu'ils faisaient subir aux populations arabes. On ferait bien de relire ces textes aujourd'hui. Donc il a pris parti dans la cité. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que c'était un homme engagé, tout au moins pas au sens qu'on a donné à ce mot depuis la Seconde Guerre mondiale, où l'homme engagé, c'est non seulement celui qui prend une position, mais c'est celui qui milite. Einstein n'a jamais milité. Il n'a jamais fait partie d'aucune organisation politique, ni d'aucun comité. Il a signé des pétitions ou lancé des appels. Il ne les a pratiquement jamais écrits. Mais il était devenu une telle figure de référence qu'on allait lui demander son avis. Et il le donnait très volontiers quand c'était une cause qu'il soutenait. Mais il n'était pas lui-même à l'origine de ces mouvements. Le contraste avec la figure de Bertrand Russell, à cet égard, est tout à fait intéressant. Et donc, Einstein, d'une certaine façon, est une figure commode parce qu'il est à la fois responsable, humaniste, mais pas militant. Et donc, il ne court pas beaucoup de risques de se tromper, puisque les causes pour lesquelles il s'engage sont des causes humanistes, pacifistes, très générales, que tout le monde ne peut qu'approuver. Le pire des maux du capitalisme est l'abaissement des individus. On développe en eux un esprit de compétition et l'appât du gain. Tout le système éducatif en souffre.
Dans une économie socialiste, on ne travaille pas pour le profit d'une minorité possédante, mais pour satisfaire le besoin de tous. Il me semble donc que les conditions y sont plus favorables à la conquête de la liberté individuelle. À Henri Barbus, écrivain français et communiste. Je ne peux me résoudre à signer ce texte qui glorifie la Russie soviétique. J'ai fait tout mon possible pour me forger une opinion personnelle sur ce qui se passe dans ce pays, et les conclusions sont plutôt sombres. Au sommet, la lutte de quelques individus assoiffés de pouvoir. À la base, la suppression totale des droits individuels et de la liberté d'expression. Que vaut l'existence dans de telles conditions ? Révélation sur Einstein à Moscou. Le boom capitaliste, encore teinté de nostalgie communiste, et la perestroïka ouvrent des portes jadis interdites et font parler les documents. Ce bâtiment, symbole de la terreur passée, est baptisé depuis 1991 le Centre russe d'histoire contemporaine, toujours sous l'égide de Marx, Lénine et Engels. J'ai commencé à travailler au Centre russe, ce qui était les archives centrales du parti, en 1991. Et je me suis mis à travailler sur le thème qui est le mien, l'antisémitisme. Auparavant, bien sûr, je ne songeais pas à travailler sur ce thème car il était officiellement interdit. Interdit toujours l'entrée de toute personne extérieure au service. Le temple de la mémoire du régime soviétique conserve tous les manuscrits de Lénine et les archives du Parti communiste. Juste après la Révolution, Einstein et sa théorie étaient envisagés rigoureusement en termes de lutte des classes. Pour ainsi dire, l'histoire, aussi bien que la physique et toutes les autres sciences, étaient évaluées en termes de classes. La théorie de la relativité, elle aussi, justement, surtout dans les années 20 et 30, fut mise au nombre de ce qu'on appelait les sciences bourgeoises. Cette approche se basait sur les conclusions auxquelles le fondateur de l'idéologie soviétique, Lénine, était parvenu en 1909 dans son article « Matérialisme et empiriocriticisme ». Dans les années 20, ils ont organisé une campagne, toute une campagne idéologique contre la théorie de la relativité d'Einstein. Ils disaient que la théorie de la relativité était quelque chose de spéculatif, d'incompréhensible, que c'était... Enfin, puisqu'il était impossible de la vérifier expérimentalement, cela voulait dire qu'il s'agissait d'une invention et qu'elle ne correspondait pas, pour ainsi dire, à la réalité. Et à la fin de la période de gouvernement de Staline, à l'été 52, se posa la question de savoir s'il y aurait un pogrom au niveau du personnel. Un pogrom du genre de celui qui avait eu lieu en 1948 dans le domaine de la biologie. La campagne de presse contre la théorie d'Einstein, la jugeant incompréhensible et non vérifiable, bouleverse la communauté scientifique et de grands physiciens interviennent auprès du chef de la police, Laurenti Beria, également en charge du programme de recherche atomique, pour que cessent les persécutions. Если бы не инициатива советских физиков, которые понимали, si les physiciens soviétiques qui avaient compris comment tout cela pouvait se terminer ne s'étaient pas adressés directement au chef de l'industrie atomique de l'Union soviétique de l'époque, Beria, on les aurait envoyés au goulag. La débâcle de la physique qui aurait pu s'en suivre aurait eu évidemment les conséquences les plus dramatiques, les plus tragiques sur les plans gouvernementaux de mise au point de la bombe atomique.
по созданию атомной бомбы. Aujourd'hui encore, peu de gens savent qu'en Union soviétique, l'antisémitisme a commencé à se développer de manière latente dès la Seconde Guerre mondiale, dès le début des années 40. Top secret, l'enquête commandée par Staline sur le recensement du nombre de physiciens d'origine juive et de physiciens russes de pure souche. Ces derniers représentent 20% seulement, dit un rapport confidentiel. La physique russe est donc devenue une science juive, inadmissible, déclare le maître du Kremlin. Rencontrer Einstein, entretenir des relations avec lui, pouvait avoir des conséquences tout à fait tragiques. C'est caractéristique de la période des années 40. Deux personnalités du comité antifasciste juif, fondé par Staline et Beria uniquement pour des raisons de recherche de fond, ont rencontré Einstein à Princeton et ont sollicité les juifs américains pour aider l'armée russe dans la lutte contre les nazis. Einstein, toujours effrayé par le fascisme, les encourage et propose de publier la préface du Livre noir retraçant les atrocités nazies en Union soviétique. Lorsqu'ils furent arrêtés en 48, fin 48, et que l'on commença à les interroger, l'une des questions des enquêteurs était la suivante. De quoi vous êtes-vous entretenu avec Einstein? Pourquoi a-t-il écrit la préface du Livre noir? Et finalement, ces gens, aussi bien Mayholz que Pfeiffer, ont été fusillés en 1952. États-Unis, 1949. Le FBI ouvre un dossier sur le professeur Einstein. Le service d'immigration envisage une éventuelle révocation de sa nationalité américaine. Sa secrétaire, Hélène Ducas, est soupçonnée d'espionnage pour Moscou. L'atmosphère anticommuniste est intense. Déporter l'imposteur rouge Einstein, crie un collègue du sénateur McCarthy. Les documents en possession du FBI montrent que le savant est affilié à au moins 33 organisations anti-américaines et à une cinquantaine liées au socialisme et au pacifisme. Sont examinés également ses propos sur l'Union soviétique, ses relations d'avant-guerre avec les scientifiques allemands, les opinions politiques de ses différents assistants, le soutien apporté aux causes pacifistes ou socialistes, ainsi qu'à l'affaire Rosenberg. Einstein n'en sut jamais rien. Faute de preuves, le dossier de plus d'1 millier de pages a été clôturé en 1954. Il n'a jamais été heureux en Amérique. Il n'aimait pas tellement les États-Unis. Ce n'est pas très difficile à comprendre. C'était la période du macartisme, la période de l'hystérie anticommuniste aux États-Unis. Et je suppose qu'il voyait dans la forme extrême de l'anticommunisme une renaissance des conditions qui l'avaient forcé à quitter l'Allemagne. Je suis devenu un vieux solitaire, une sorte de patriarche connu surtout pour ne pas porter de chaussettes, qu'on exhibe comme une curiosité en certaines occasions. Je travaille plus que jamais d'une manière acharnée et garde l'espoir de résoudre mon vieux problème de l'unité du champ physique. C'est comme se trouver dans un aéronef au milieu des nuages sans savoir comment atterrir, c'est-à-dire revenir à la réalité. À la reine Elisabeth de Belgique. Voilà 20 ans que nous avons fait du violon ensemble. Pour moi, il n'est plus question de violon depuis 5 ans. J'espère que vous n'êtes pas dans le même cas. Ce qui subsiste, c'est le travail intense pour de difficiles problèmes scientifiques. Cela subsistera jusqu'à mon dernier souffle. Considérant ce qui se passe dans l'humanité, je ne puis que m'étonner de sa courte mémoire quant aux faits politiques. Hier, le procès de Nuremberg, aujourd'hui, le réarmement de l'Allemagne. Votre lettre m'a fait un plaisir extraordinaire. Elle prouve votre accord avec moi sur les choses politiques essentielles. Lettre à son vieil ami Maurice Solovine. Le monde est un chaos qui dépasse nos capacités de compréhension.
Un aspect échappera toujours à la science. Pourquoi il existe? Ne croyez pas que je sois devenu religieux avec l'âge, mais je ne veux pas être confondu avec les athées suffisants et positivistes qui croient détenir toutes les réponses. Vous me reprochez aussi un manque d'esprit critique envers le plan du gouvernement mondial. Mais l'impossible se transforme en possible, pour peu que les hommes le veuillent vraiment. À la question d'Eleanor Roosevelt, responsable d'une émission de télévision, « Cher Dr Einstein, vous devez être bouleversé par l'annonce de notre gouvernement de lancer la fabrication de la bombe H. Que pouvons-nous faire ?» Einstein enregistre sa réponse depuis sa maison de Princeton. The armament race between the USA and USSR, originally supposed to be a preventive measure, assumes hysterical character. On both sides, the means to mass destruction are perfected with feverish haste behind the respective walls of secrecy. The hydrogen bomb appears on the public horizon as a probably attainable goal. Its accelerated development has been solemnly proclaimed by the President. If successful, radioactive poisoning of the atmosphere and hence annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibilities. Is there any way out of this impasse created by man himself? The first problem is to do away with mutual fear and distress. Solemn renunciation of violence, not only with respect to means of mass destruction, is undoubtedly necessary. Such renunciation, however, can only be effective if at the same time a supranational judicial and executive body is set up, empowered to decide questions of immediate concern to the security of the nation. Even a declaration of the nations to collaborate loyally in the realization of such a restricted world government would considerably reduce the imminent danger of war. Je pense que pour beaucoup de scientifiques d'aujourd'hui, Einstein opère comme une sorte de référence qu'on admire, mais de loin. On se dit, après tout, Einstein, comment dire les choses, a sauvé la face de la physique. Comme nous avions ce grand homme, ce grand maître, qui lui était pour la paix, pour le désarmement, pour le gouvernement mondial, cela dédouane un peu notre discipline qui, à certains égards, est quand même impliquée dans toute une série de problèmes aujourd'hui. Mais Einstein, lui, au moins, préserve la haute stature morale de la science. Bertrand Russell lance un appel pour éviter la guerre et demande à Einstein de le signer afin de frapper une large partie de l'opinion publique et impressionner les hommes politiques. Einstein précise qu'il faut faire signer des personnalités reconnues internationalement, mais aussi des communistes comme des anticommunistes. Et en tant que président du Comité américain atomique scientifique, il en appelle à la responsabilité des scientifiques dans la course aux armements. We scientists who released this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness atom. We ask your help in this fateful moment as sign that we scientists do not stand alone. I agree. Prime Minister Ben-Gurion of Israel arrives at Princeton, New Jersey to call on Dr. Albert Einstein, one of the world's greatest scientists. A meeting to remember. Einstein se souvient avoir confié à Chaim Weizmann: Je considère comme impossible que le gouvernement de tout le pays soit confié aux seuls juifs. Cela créerait des tensions insupportables. Un partage serait certes possible, mais ce serait à mon avis désavantageux pour nous. Des difficultés nationales continueraient à exister dans les deux camps,
À cela viendrait encore s'ajouter l'antagonisme des deux parties entre elles. Si tu tapes sur mon juif, je tape sur ton arabe, et vice-versa. Je n'oublierai jamais mes rencontres avec lui. Un jour, mon téléphone a sonné. C'était la mi-novembre 1952, très peu de temps après la mort de notre premier président, Chaim Weizmann. Au bout du fil, il y avait le professeur Einstein en personne, très agité, très en colère. Il est allé droit au but. « S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur Eban, dites à tous ces journalistes de s'en aller. Je ne sais pas pourquoi ils sont ici. Je ne veux pas vivre dans cette atmosphère de sensationnalisme. Et puis, autant vous le dire tout de suite, c'est non. Je ne serai pas président d'Israël. » Je lui ai répondu avec courtoisie, « Professeur Einstein, il m'est difficile d'accepter votre refus au cours d'une conversation téléphonique. Il faut assurément accorder plus de solennité à cette décision. » Il a répondu très bien. Passez me voir à Mercer Street, à Princeton, et nous pourrons en parler. Quelques semaines plus tard, lorsque je suis arrivé à Mercer Street, j'ai sonné, et c'est lui qui m'a ouvert la porte. On aurait dit qu'il avait dormi tout habillé dans son très vieux chandail. Il avait de très vieilles savates et il m'a demandé de m'asseoir. Et puis, il m'a proposé du café. Je pensais qu'un domestique allait se charger d'en faire et j'ai dit oui. À ma grande surprise, le professeur Einstein a disparu dans la cuisine et j'ai entendu un bruit de tasses qui se brisaient au sol. Et finalement, il est revenu. Et puis, il s'est expliqué très clairement. Il a dit, il y a plusieurs raisons qui m'empêchent d'accepter la présidence. En voici une. Je connais des choses sur la nature, mais je ne connais rien aux êtres humains. Je connais le fonctionnement de l'ordre naturel, mais je ne suis pas spécialiste des relations humaines. L'autre raison, c'est que si j'en juge par votre précédent président, mon ami Chaim Weizmann, un président d'Israël doit parfois signer des choses qu'il désapprouve. Et personne ne peut imaginer que je puisse signer quelque chose que je n'approuve pas. Ce refus m'afflige d'autant plus que ma relation avec le peuple d'Israël constitue le lien le plus fort de mon existence, depuis que j'ai pleinement pris conscience de la précarité de notre situation parmi les peuples. Now, I will add a few words unprepared. A country becomes really a soul only in consciously serving the intellectual life. And in the case of our Jewish people, it was really this endeavor which concerns the Jewish people as a whole. We would not be in existence today as a community of people without this continuous activity in learning and in thought and in literature. Personnalité mythique du XXe siècle, Einstein, le père de la relativité, a-t-il connu l'autre grande figure de son temps, le père de la psychanalyse, le découvreur de l'inconscient? Oui, Einstein et Freud se sont rencontrés. Des amis communs ne manquaient pas d'exciter leur curiosité, disant qu'ils étaient les deux juifs les plus réputés au monde. Première rencontre à Berlin, 1926, les deux couples se retrouvent. Freud écrit à ce propos. Einstein est gai, agréable et sûr de lui. Nous avons évité nos principaux sujets d'intérêt, car Einstein comprend aussi peu la psychanalyse que moi la physique. Mars 1929, Einstein a 50 ans. Freud le félicite dans une longue lettre quelque peu ambiguë. Vous avez la chance de travailler dans le domaine ésotérique de la science, mathématique et physique, et non de la psychologie.
où chacun se croit un connaisseur de l'âme humaine. Cela pour vous dire combien je vous envie. Une envie que je reconnais sans honte. L'envie peut inclure l'admiration. Je suis un de ceux nombreux qui se réjouissent qu'Albert Einstein vive et travaille de leur temps. Honoré maître, merci sincèrement d'avoir pensé à moi. Pourquoi le bonheur serait-il en moi? Vous qui avez pénétré dans la peau des hommes et de l'humanité, n'aviez en rien besoin de vous glisser dans la mienne. Comment pouvez-vous savoir ce qu'il y a en moi, puisque vous ne m'avez pas analysé? Freud confia plus tard qu'il regrettait ce courrier, mettant une intimité superflue avec un étranger qui ne comprenait rien à la psychanalyse. À la question d'un journaliste chasseur de célébrités, êtes-vous un opposant à Freud? Einstein répond: Il n'est peut-être pas toujours utile de fouiller dans l'inconscient. Croyez-vous que d'analyser nos jambes, de connaître la fonction de chaque muscle et de savoir en quel ordre ils entrent en action nous aiderait à marcher? La contribution de Freud à la science du comportement humain est d'une valeur immense, mais je n'accepte pas toutes ses conclusions. Je préfère de beaucoup vivre dans l'obscurité de celui qui n'a pas suivi d'analyse. Fâché du traitement infligé à son deuxième fils Édouard, soigné pour une grave dépression, qui se révélera plus tard une schizophrénie, Einstein écrit à Mileva, sa première femme. Je t'interdis de lui faire suivre un nouveau traitement psychanalytique, c'est extrêmement dangereux. Mais quelques mois plus tard, lorsque la Société des Nations demande à Einstein un échange public de lettres sur le thème de la guerre, c'est Freud qu'il choisit comme correspondant célèbre. Vous qui connaissez l'âme humaine, l'homme est-il inévitablement poussé à la guerre par ses pulsions agressives? Nous admettons que les instincts de l'homme se ramènent à deux catégories: les pulsions érotiques ou de vie, et celles agressives ou pulsions de mort. Ces pulsions antagonistes sont aussi indispensables l'une que l'autre. C'est de leur action conjuguée que découlent les phénomènes de la vie. On ferait œuvre inutile à prétendre supprimer les penchants destructeurs de l'homme. Et contre la guerre, que pouvons-nous faire? Il y a lieu de faire appel à l'adversaire des pulsions destructrices, à l'éros. Tout ce qui engendre parmi les hommes des liens de sentiments d'identification, d'amour, doit réagir contre la guerre. Pourquoi vous et moi sommes-nous pacifistes? Parce que nous ne pouvons faire autrement. C'est à la culture que nous devons le meilleur de ce dont nous sommes faits, et une bonne part de ce dont nous souffrons. Or, la guerre constitue la négation la plus grossière du phénomène psychologique qui résulte du processus culturel. Pour cette raison, nous ne pouvons que nous rebeller contre elle. Ce n'est sans doute pas une utopie que d'espérer que ces deux facteurs, l'attitude culturelle et la crainte justifiée d'une guerre, puissent empêcher la guerre. Par quel chemin, par quel détour, nous ne pouvons le deviner. En attendant, nous pouvons nous dire: tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre. Cet échange a été publié en plusieurs langues sous le titre « Pourquoi la guerre ?». À l'occasion des 80 ans de Freud en 1936, Einstein reconnaît: Cher monsieur Freud, je suis heureux que cette génération ait eu la chance de pouvoir exprimer son respect et sa gratitude à l'un de ses plus grands maîtres. Il y a peu, je ne pouvais que saisir le cours spéculatif de votre pensée, de même que son énorme influence sur notre époque. Mais récemment, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de quelques cas, pas très importants par eux-mêmes, mais qui, à mon avis, excluaient toute autre interprétation que celle exprimée par la théorie du refoulement. Je fus ravi de les trouver sur mon chemin, car il est toujours agréable de voir un grand et beau concept s'accorder avec la réalité. Je dois vous dire combien je suis ravi d'apprendre que votre jugement s'est modifié, ou tout au moins commence à se modifier. Naturellement, j'ai toujours su que vous ne m'admiriez que par politesse. Quand vous aurez mon âge, j'ose espérer que vous serez un de mes disciples. Comme je ne serai plus là pour l'apprendre, je m'offre à l'avance cette satisfaction. Quelques jours auparavant, Einstein avait écrit à son fils Édouard: Je reconnais que l'hypothèse centrale de Freud était exacte. Et je te félicite d'avoir été un chaud partisan de la psychanalyse.
Ma vie personnelle est depuis si longtemps chassée de mes pensées, pas seulement réprimée, plutôt oubliée, que je n'avais aucune expérience vivante sur laquelle réfléchir. Je me suis vendu à la science corps et âme. Une fuite hors du je et du nous, dans le ça, comme dirait Freud. On m'écrit sans cesse pour me demander quel est le sens de la vie. Qui suis-je pour le leur dire? La théorie du champ unifié exige sans doute des mathématiques nouvelles, comme la relativité générale l'avait nécessité. Auquel cas, je ne la trouverai jamais. Quelqu'un d'autre devra le faire.